y ambiental de la Universidad René Descartes. Es también autor de numerosos artículos y varios libros dedicados a temas como las masas, la propaganda política, la creatividad, las representaciones sociales y la psicología política. La primera vez que estuvo en México fue en 1994 y actualmente la historia nos ha enseñado que desde su primera visita él ha mantenido un pensamiento constante sobre nuestra realidad social y sobre los mexicanos. El Zócalo, por ejemplo, le ha inspirado en su reflexión y le sirve en diversos espacios para ejemplificar la presencia y fuerza de la memoria, la tradición, la religión, el poder político, el poder local y el poder económico en las sociedades. Los temas y preocupaciones que compartimos desde entonces con él han sido un punto de intercambio esencial para él y para nosotros. Por lo tanto, es difícil negar la gran influencia que ha tenido en el desarrollo de nuestra universidad. Y actualmente ya estamos en la 10ª visita del doctor Roquet. Nuevamente le doy la bienvenida, doctor Roquet, y estamos nuevamente a la disposición para trabajar sobre lo que usted nos va a enseñar. Muchas gracias. Je suis très heureux d'être à nouveau ici, au Mexique. Ce n'est pas nouveau, comme on vous le rappelait à l'instant. Et j'ai toujours été très sensible à la devise de votre université, que j'ai citée d'ailleurs dans tel ou tel texte, Casa Abierto al Tiempo, qui me paraît tout à la fois un symbole et un programme. Vous me pardonnerez de parler en français. Je pourrais essayer de le faire en espagnol, mais votre souffrance serait très grande au bout d'un moment. Et donc c'est vraiment par charité que je vais parler français. Mais pardonnez-moi. Je voudrais vous parler ce soir des rumeurs. Des phénomènes de rumeurs. Ce sont des phénomènes auxquels je m'intéresse depuis très longtemps. Mais on ne peut pas nier que ce soit le cas. Alors voilà déjà plusieurs bonnes raisons pour s'intéresser aux rumeurs. Mais ce n'est pas celle-là que je voudrais mettre en avant. Je pense qu'on peut s'intéresser aux rumeurs et je voudrais vous inviter à le faire pour une raison beaucoup plus fondamentale et qui concerne, je crois, l'ensemble des sciences sociales. En quelques mots, voici cette raison. Il suffit de remarquer que notre façon de connaître le monde, en particulier le monde social, bien sûr,
Cette façon ne peut pas être séparée de nos relations avec les autres et des modes de communication dans lesquels nous sommes engagés. Bon. Si je me répète, et c'est volontairement, je viens de vous dire que notre façon de connaître le monde, c'est-à-dire notre cognition, était indissociable des relations sociales, des relations autrui, si vous voulez, et indissociable aussi des processus de communication. Et nous avons donc une triade, un triplet, on peut dire les choses de différentes manières, qui associe fortement cognition, communication et sociabilité. Eh bien, il se trouve que les rumeurs sont certainement le phénomène le plus caractéristique, le plus typique, pour mettre en évidence cette complémentarité entre cognition, communication et sociabilité. En fait, si on s'intéresse aux rumeurs, c'est moins pour elles-mêmes que parce qu'elles sont des révélateurs du fonctionnement social, lequel fonctionnement repose toujours sur ces trois aspects. Processus cognitif, processus de communication, processus sociaux. Donc nous allons parler des rumeurs, évidemment, et nous allons essayer de voir comment on peut comprendre ces phénomènes-là. Mais ne perdez pas de vue, si vous le voulez bien, que la toile de fond, le décor de cette histoire, c'est fondamentalement la complémentarité de ces trois choses. Et j'aurai sans doute l'occasion de le faire remarquer plusieurs fois dans les minutes qui viennent. Je voudrais aborder deux questions principales. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ces deux questions-là me semblent essentielles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une rumeur? Comment la définir? Et ensuite, quelles sont les fonctions des rumeurs? Cette deuxième question, on y viendra tout à l'heure, vient du simple constat de la fréquence, de la récurrence des rumeurs. Quand un phénomène est extrêmement fréquent, je dirais même banal, et il n'y a rien de plus banal que la rumeur, donc quand un phénomène est fréquent, on doit se dire qu'il correspond à quelque chose, qu'il a une utilité, qu'il a une fonction. Ça ne peut pas être simplement un instant de délire, un moment de dérèglement ou une sorte de perturbation ou d'accident. Quand on vit en permanence avec les perturbations, les accidents, etc., eh bien ce ne sont pas des perturbations ou des accidents, c'est le régime normal des choses. Et c'est pour cela que, comme deuxième question, on se demandera à quoi servent les rumeurs? Quelle est leur fonction ou quelles sont leurs fonctions? Bien, commençons par le problème de la définition. Je ne vais pas reprendre les définitions qui ont été données dans l'histoire de l'étude de ces phénomènes-là. Il y en a beaucoup, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de travaux de type scientifique sur les rumeurs avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons une histoire d'environ 60-65 ans derrière nous. Ce qui est à la fois beaucoup, parce que les travaux ont pu s'accumuler, et très peu, parce que les questions sont tellement complexes que 2 générations de chercheurs, une génération c'est 30 ans traditionnellement,
2 générations de chercheurs n'ont pas pu les épuiser. Donc beaucoup de définitions qui ont été données depuis les débuts, voici 60 ou 65 ans, et lorsqu'on les analyse, je ne vais pas entrer dans le détail, je ne suis pas en train de faire un cours, hein. Lorsqu'on les analyse, on arrive à une conclusion. Il n'existe pas de définition simple. Je veux dire monocritériale. Hein. Il n'y a aucune définition qui nous permette de dire, face à un cas particulier, ceci est une rumeur, ceci n'est pas une rumeur. Comme vous le savez, en général, c'est après, une fois que la rumeur est retombée, que la rumeur est calmée, c'est après que l'on sait que c'était une rumeur, ou que ce n'en était pas une. Donc, aucune définition monocritériale des phénomènes de rumeur. Quand vous êtes devant une situation semblable, d'une façon générale, hein, dans le champ scientifique, quand il n'y a pas de définition monocritériale, vous n'avez que 2 solutions. Et il y en a bien une troisième que j'évoquerai, mais elle n'est pas convenable. La première solution, c'est de se dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon critère. Il n'y a pas de définition monocritériale, c'est parce qu'on n'a pas su encore trouver le critère suffisant. Donc, continuons à chercher et à réfléchir. C'est la première solution. La deuxième solution, beaucoup plus classique, c'est de passer à ce que l'on appelle une définition en syndrome. Exactement comme la plupart des définitions en médecine. C'est-à-dire rechercher un ensemble de traits, un ensemble de critères. Puisqu'il n'y a pas de solution monocritériale, alors on va passer à un mode de pensée multicritérial. Voici les 2 solutions que l'on a. J'évoquais il y a un instant la possibilité d'une troisième solution. Bien sûr, elle est classique elle aussi. La troisième solution, c'est de dire passons à autre chose, changeons de sujet. Bon, mais ce n'est pas convenable. Alors nous allons nous orienter vers une définition en syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de traits, de caractéristiques. Et une question qui se pose toujours, c'est celle de la cohérence de cet ensemble de traits. Donc une liste de propriétés, si vous voulez, mais une liste de propriétés qui doivent être cohérentes. Il ne s'agit pas d'énumérer des choses sans se soucier de leurs relations internes. Ainsi sont les syndromes. Hein. Les syndromes ne sont pas des listes quelconques. Vous avez de la fièvre, vous avez des rougeurs, vous avez des difficultés à respirer, etc. Ça commence comme le syndrome de la grippe. Donc un ensemble de traits, mais cohérents. Ayant, si l'on peut dire, un peu par abus de langage, hein, ayant, si l'on peut dire, une logique sous-jacente, une logique interne. Sur un syndrome, ainsi défini, nous allons avoir une façon particulière de raisonner, qui est le raisonnement en syndrome. Alors, pour l'essentiel, ça veut dire ceci. Quand vous vous intéressez à un cas particulier, un cas d'observation, vous allez vous demander combien de traits, combien de caractéristiques du syndrome se trouvent réunies. Si toutes les caractéristiques du syndrome sont présentes, toutes, vous allez conclure qu'il est probable, ou très probable si vous voulez,
connaît identifié le syndrome en question. S'il manque un ou deux traits, par exemple, ça n'exclut pas l'identification, mais ça la rend moins probable. C'est exactement comme cela que nous allons aborder la question de l'identification des rumeurs. On va retenir, je vais les exposer rapidement, on va retenir un syndrome à 4 traits, 4 composantes. Bien sûr, ces 4 composantes ne proviennent pas de la spéculation, mais résultent d'un grand nombre de travaux, aussi bien empiriques que théoriques. Si nous constatons, dans un cas particulier, la présence de ces 4 traits, nous dirons que c'est probablement une rumeur. S'il n'y a que 3 traits sur les 4, la probabilité diminue. Et ainsi de suite. S'il n'y a qu'un seul trait, ça peut être encore une rumeur. Mais notre certitude est très basse. Voilà ce qu'est le raisonnement en syndrome. Donc si vous pensiez peut-être qu'on pouvait aujourd'hui disposer d'une définition monocritériale, en tout ou rien, pardon, vous serez déçus. Et il n'y a pas de définition monocritériale, et pour être rigoureux, nous devons raisonner en syndrome. Eh bien, voyons quels sont les traits du syndrome de rumeur. Je précise tout de suite que l'ordre dans lequel je vais vous les présenter n'a pas de signification en lui-même. C'est un ordre d'énumération. Le premier trait n'est pas plus important que le second. Et le second que le troisième, etc. Bon, alors, le premier trait qui participe au syndrome de rumeur, c'est ce que j'ai appelé, il y a longtemps déjà, la négativité. Hein, la négativité caractéristique des rumeurs. Alors, qu'est-ce à dire? Cela signifie que la plupart du temps, on précisera dans un instant ce que veut dire la plupart du temps. La plupart du temps, les rumeurs ont un contenu aversif, repoussant, désagréable, catastrophique. Ajoutez ce que vous voulez à la liste. C'est ce que nous appelons négativité. Il est très rare, ce n'est pas impossible, j'y reviendrai dans un instant pour comprendre comment cela se fait, il est très rare qu'il existe des rumeurs roses, comme l'on dit. Hein, des rumeurs d'espoir, de succès, de triomphe, des bonnes nouvelles. C'est rare ça. Hein. La plupart du temps, dans les rumeurs, vous avez des assassinats, des meurtres, de la corruption, des trafics, des sacrifices sanglants, des maladies qui vous menacent, etc., etc. Bon, c'est cela la négativité. Alors, nous avons relativement peu, depuis 65 ans, nous avons relativement peu de corpus important de rumeurs pour faire des statistiques. À vrai dire, à ma connaissance, je ne vais pas entrer dans le détail, nous avons 2 grands corpus. Le plus ancien, qui est le plus grand d'ailleurs, est un corpus de plus de 1000 cas. Bon, c'est quand même pas mal. 1000 cas de rumeurs relevés dans le même pays, en l'occurrence les États-Unis, durant une période de 1 mois seulement, pendant la Deuxième Guerre. Bon, l'analyse de ce corpus
montre que plus de 90% des rumeurs recensées ont ce caractère de négativité. À l'époque de l'analyse, le concept de négativité n'existait pas encore et on disait que plus de 90% des rumeurs sont des rumeurs d'angoisse, de crainte, de peur, de menaces, etc. Donc ça nous donne déjà une indication. 90%, plus de 90%, sur un corpus de 1000 unités, ça donne une assez bonne estimation. Le deuxième corpus plus récent, les années 80 et 90, porte sur ce que l'on appelle les légendes urbaines ou légendes contemporaines. En général, on utilise plutôt légendes urbaines. Vous savez, ce sont toutes ces histoires qui circulent et que nous avons tous entendues. Par exemple, il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, ça a un peu disparu aujourd'hui, les dangers des fours à micro-ondes. Les utilisations abusives pour toutes sortes de choses, des fours à micro-ondes. Ou bien, je ne sais pas si vous avez eu cela ici, mais en Europe et en particulier en France, c'était très répandu, les araignées venimeuses ou les serpents dangereux qu'on trouvait dans les supermarchés quand on achetait des bananes ou ce genre de choses. Bon, tout ça c'est des légendes contemporaines. Il y en a des quantités. Les crocodiles dans les égouts. Bref. Je ne sais pas si ce que l'on dit aujourd'hui à propos du danger des téléphones portables et des antennes relais, je ne sais pas si c'est une rumeur ou non. Mais peut-être qu'on pourra avoir une idée tout à l'heure quand on aura vu le syndrome. Pour l'instant, c'est bien parti, parce que c'est négatif. On a au moins un trait. On nous parle de danger, de cancer, et je ne sais trop quoi encore. Donc ça commence bien, ça commence à être négatif, ça va. On va voir la suite. Donc je reprends le deuxième corpus qui portait sur ce genre d'histoire, dont je n'ai plus en tête l'étendue, mais il est beaucoup plus petit, il est de quelques dizaines d'unités. Nous donne le même résultat, c'est-à-dire que pratiquement toutes les légendes urbaines ou légendes contemporaines ont ce caractère aversif, menaçant, déplaisant, dangereux, etc. Bon, nous avons donc une base empirique pour considérer que la négativité est un trait assez fort dans la caractérisation des rumeurs. Vous remarquerez au passage que ce trait est lui-même tout à fait conforme à la pensée en syndrome. On ne dit pas toutes les rumeurs sont négatives. On dit la plupart du temps, de façon écrasante, mais pas de façon exhaustive, elles sont négatives. Ce qui correspond à la pensée en syndrome. Alors, il reste le cas des rumeurs optimistes, des rumeurs roses, qui existent, c'est vrai, de façon très minoritaire, mais ce n'est pas une raison pour les abandonner. On y reviendra tout à l'heure. Donc, pour l'instant, on est à peine au premier trait. Pour l'instant, si vous entendez une nouvelle, une histoire, une information qui est menaçante, désagréable, déplaisante, qui évoque des dangers, des menaces, etc., vous devez commencer à être attentif et à vous dire que c'est peut-être une rumeur. Mais bien sûr, ce n'est pas parce que la nouvelle est désagréable ou catastrophique que c'est une rumeur. Mais, bon, je fais appel à votre sens de l'intuition. Deuxième trait.
Alors, le deuxième trait est un trait qui a été remarqué par les premiers chercheurs et confirmé tout le temps depuis. C'est ce que l'on peut appeler l'implication personnelle, c'est-à-dire en quelques mots, très schématiques, c'est le fait que les messages de rumeurs concernent les personnes qui les propagent, les intéressent, si vous voulez, hein, les touchent, se rapportent à leur propre situation ou à leur propre position. Je ne sais pas si ça peut se faire en espagnol, mais on va le savoir tout de suite. En français, il y a un mot qui n'existe pas, qu'on ne peut pas employer, et je le regrette, parce qu'il manque là. On pourrait inventer le mot de concernement, le fait d'être concerné. Ah. Si, más o menos, involucramento. Si. Si. Quiero decir también la proximidad al objeto del rumor, la proximidad personal. Se puede tratar de una historia que interesa a la gente en un... retomamos. Dans un endroit très éloigné, des gens qu'on ne connaît pas, ou une époque très lointaine. En général, ça, ce n'est pas des rumeurs. Si l'on vous raconte une histoire sur la vie privée d'Archimède ou d'Aristote, il n'y a pas beaucoup de chances que ça devienne une rumeur. Hein. C'est peut-être complètement faux, mais tout le monde s'en fiche. Bon. La vie privée du président, je ne parle pas du vôtre. La vie privée du président, c'est déjà plus intéressant, hein, parce que la proximité à l'objet président, est plus grande. Bon. De même, pour varier les exemples, une rumeur qui porte sur une horrible maladie que l'on peut attraper dans les forêts de Malaisie, par exemple. Ça va peut-être entraîner notre compassion, mais ça ne nous concerne pas beaucoup. Alors, il faut être honnête, hein. On s'en moque un peu, la Malaisie c'est loin, on n'y va pas tous les jours, c'est dommage, nous regrettons beaucoup. Bon. Par contre, quand c'est une épidémie qui peut nous menacer, là, ici, maintenant, immédiatement, là, on peut avoir des rumeurs. Et vous savez bien toutes les rumeurs qu'il y a eu et qu'il y a à propos notamment de la contamination par le sida, AIDS. Hein? Bon, typique. J'ai vu ici même ces jours-ci, dans un hôtel, un carton disant, je ne me souviens pas littéralement, hein, mais disant le sida te concerne et nous concerne, hein, avec tú y nosotros souligné, hein, ce qui est exactement ce que j'appelle la proximité à l'objet. Bon. Donc, reprenons, nous avons comme deuxième trait des rumeurs cette notion d'implication personnelle. Si nous avons le temps tout à l'heure, je ne sais pas, nous entrerons un peu plus dans le détail, hein, mais c'est un trait, je pense, suffisamment clair. Le contenu de la rumeur nous implique, nous concerne. S'il ne nous implique pas ou ne nous concerne pas, ça ne donnera certainement pas une rumeur. Il y a actuellement en France, enfin en tout cas la semaine dernière, depuis je ne sais pas, il y a un certain nombre de mouvements de protestation à l'université, essentiellement de la part des enseignants d'ailleurs, mais les étudiants s'y associent plus ou moins.
C'est une nouvelle qui peut vous intéresser, parce que le monde académique, c'est un peu universel, mais c'est quelque chose qui vous concernera beaucoup moins que si c'était un mouvement de protestation à la UAM ou à la UNAM ou je ne sais où, hein, dans un endroit où vous êtes. Bon, c'est ça aussi la proximité à l'objet. Bref, pour résumer, si on vous raconte que un pauvre homme dans un pays dont vous ne connaissiez même pas l'existence jusque-là a été victime d'une maladie qui ne risque pas de vous arriver, il serait très étonnant que vous en fassiez une rumeur. Donc, quand on vous raconte une histoire désagréable, déplaisante, aversive, négative, attention. Et en plus, maintenant, deuxième trait, en plus, ça vous concerne. Hein, c'est de vous qu'il s'agit. C'est de votre corps, de votre avenir, de votre réussite, de votre bonheur, de votre malheur. Bon, ça commence à ressembler à une rumeur. Hein? Donc, quand quelqu'un commence par vous dire « tu ne sais pas, il paraît que », et que c'est négatif, vraiment désagréable, et qu'en plus vous êtes concerné, commencez à vous méfier. Le troisième trait caractéristique d'une rumeur, c'est le phénomène de l'attribution. Alors attention, je dis cela entre parenthèses, il ne s'agit pas de l'attribution au sens où on l'emploie habituellement en psychologie sociale avec les théories de l'attribution. Hein. Ici, on veut dire que le message de rumeur, l'histoire, est attribué à une source, qu'on lui donne une origine. Cette origine, en général, sert de caution. C'est quelqu'un qui est qualifié, qui connaît bien la situation, etc., que l'on va placer à l'origine de la rumeur. Il va y avoir une modification du système d'examen. C'est mon voisin qui me l'a dit, et il a passé le week-end avec le recteur. Bon. Si vous avancez, c'est mon voisin qui me l'a dit, et il a passé le week-end avec le boulanger, on ne voit pas le rapport. Hein? Bon. Alors, l'attribution, c'est cela, c'est en général une attribution de compétence. Il y a aussi une forme courante d'attribution qui pourrait sembler paradoxale, qui est l'attribution anonyme. Hein? Par exemple, le message va commencer en disant « on raconte que », il paraît que, d'après ce que l'on dit, etc. Alors, ça peut sembler paradoxal, puisque là, il n'y a pas de compétence. Hein. C'est le « on », c'est la rumeur publique, comme on dit. Mais justement, cela fonctionne comme support d'identification. La personne qui vous dit « on raconte que »,« il paraît que », ce n'est jamais quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est toujours un ami, un proche, un collègue. Si quelqu'un vous arrête dans la rue, quelqu'un que vous ne connaissez pas, pour vous dire « on raconte que », vous allez penser que c'est un malade. Et en passant, hein, je commençais tout à l'heure en évoquant la sociabilité.
le lien entre cognition, nous y sommes, communication et sociabilité. Vous le voyez très bien, le lien là. Hein. Les rumeurs, les légendes contemporaines circulent, se propagent entre des gens qui se connaissent, qui sont des proches sociaux. C'est dans le cadre de l'entreprise, de l'atelier, du commerce, du laboratoire, du groupe d'étudiants, du groupe de voisins, etc., que les rumeurs et les légendes contemporaines vont se diffuser. Ce n'est jamais entre des anonymes. Bien, donc, attribution du message à une source, de façon caractéristique, une source de compétence, quelqu'un qui est qualifié pour donner cette information, de façon fréquente aussi une source anonyme qui sert de support d'identification, mais en tout cas attribution. Alors ici, un symptôme intéressant parce qu'assez caractéristique. Quand on fait l'attribution du message à une source, compétente par exemple, en général, il y a toujours un intermédiaire entre la personne qui raconte l'histoire, qui donne l'information, et la source. Hein. Un intermédiaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Il paraît qu'on va changer le système des examens. Bon, c'est moi qui vous le dis. Hein. Et j'ajoute, pour faire une attribution, c'est mon voisin qui me l'a dit, et il a passé le dimanche avec le recteur. Hein. Donc, la source de qualification, la source de compétence, c'est le recteur. Mais entre le recteur et moi, qui vous raconte l'histoire, il y a l'intermédiaire de l'ami. Hein. Bon. Alors, ce phénomène est tellement courant dans la phénoménologie des rumeurs qu'on lui a donné un nom, une abréviation. Alors, en français et en espagnol, ce serait la même abréviation d'ailleurs. On dit le phénomène A-du-A, A-D-U-A, qui signifie el amigo de un amigo. Et on dit couramment en anglais, pour les spécialistes de ces études-là, FOAF, F-O-A-F, the friend of a friend. Et il y a une catégorie de folk tales, d'histoires qui sont racontées donc par l'ami d'un ami. Bon. Ça, c'est vraiment typique, assez fortement, des transmissions rumorales. L'existence de l'intermédiaire. Hein. Alors là, ça éveille encore plus notre méfiance. Ça éveille encore plus notre méfiance. On vous raconte une histoire catastrophique. Elle vous touche. Elle vous concerne. Ça vient d'une source compétente, mais avec l'ami d'un ami, avec un intermédiaire. Ça commence à ressembler beaucoup à une rumeur. Hein? Vraiment très fortement. Si vous utilisez des dentifrices parfumés, à quoi? À la menthe, si vous voulez. Allez, c'est banal, la menthe. Vous risquez de perdre vos dents. Négativité. Or, je sais que vous utilisez ce dentifrice, attention, ou des gens de votre famille. Hein? Implication personnelle, proximité. Et n'allez pas croire que je vous raconte n'importe quoi. C'est mon dentiste qui l'a dit à ma voisine. Bon, attribution de compétences et bien sûr A du A, hein, amigo de un amigo. Bon, il faut peut-être se méfier avec les dentifrices, mais là, ça commence vraiment à être une rumeur. Le quatrième trait. Il est plus subtil, le quatrième trait.
Il demande davantage d'observation. Il a été très bien étudié par beaucoup de travaux en psychologie sociale. Le quatrième trait, c'est le fait que lorsque le message se transmet, se diffuse, il est caractérisé par une instabilité, disons, de ses composantes secondaires. Je vais prendre des exemples. Tout se passe comme si vous aviez une structure stable du message. Par exemple, quelqu'un de célèbre a commis un délit ou un crime, admettons. Donc, un personnage connu est l'auteur, d'après la rumeur, d'un délit ou d'un crime. Et bien sûr, c'est votre voisin qui est aussi le cousin du commissaire de police qui vous l'a dit. Bon. Alors, cette idée que le personnage célèbre a commis un délit ou un crime va être à peu près conservée. Ça ne bougera pas. C'est le cœur de la rumeur, si vous voulez. Mais ce qui va bouger, ce sont les détails. Alors, par exemple, j'imagine là, n'importe quoi, c'est pour illustrer ce que je veux dire. Par exemple, on va dire tantôt que le crime a été commis le mois dernier et tantôt que le crime a été commis il y a 6 mois ou l'année précédente. Tantôt, on va dire qu'il a tué, supposons que ce soit des assassinats. Tantôt, on va dire qu'il a tué 2 personnes, tantôt qu'il en a tué 3, ou peut-être même une seule. Tantôt, on va dire qu'il a fait cela tout seul, et tantôt qu'il l'a fait avec des complices. Vous pouvez imaginer toutes les possibilités. Alors, c'est ce qui se passe quand une rumeur se diffuse. Le cœur, le noyau, diraient certains, demeure intact. C'est toujours cet homme ou femme célèbre qui a commis ce crime. Mais au cours de la diffusion sociale du message, vous allez avoir une instabilité des éléments périphériques, des éléments secondaires. Très souvent, les dates, les lieux et les quantités. C'est archi-classique. Ce qui se conserve le plus mal dans une transmission de rumeurs, ce sont les dates, les lieux et les quantités. Eh bien, cette instabilité périphérique, c'est le 4e trait du syndrome de rumeur. Bien sûr, les traits peuvent se combiner ou s'associer. Par exemple, on vous dit que des travaux scientifiques ont montré la nocivité des téléphones portables. Et on vous dit, attribution, déjà, des travaux scientifiques, c'est déjà une attribution. Des travaux scientifiques. Attribution de compétences. Bon. Et on vous dit que l'article en question a paru dans une revue suédoise. Et puis, dans une autre version ou à un autre moment, d'autres personnes vous disent « Non, non, pas une revue suédoise, c'était une revue japonaise, je crois. » Et d'autres diront « Une revue aux États-Unis. » Et d'autres diront « Non, il n'y avait pas un article, il y en avait au moins 2. » C'est ça, l'instabilité périphérique. Le cœur, c'est les téléphones portables sont nocifs pour la santé. Ça ne bougera pas. Mais l'attribution peut se combiner avec l'instabilité, ou peut-être, il vaudrait mieux dire, l'instabilité va frapper l'attribution, va marquer l'attribution. Et vous pouvez avoir des variations de ce type. Pour en finir avec ce point, car je dois en traiter encore un autre. Pour en finir avec ce point, la morale est assez simple. Et je me permettrai, une fois encore, de reprendre les 4 traits. Lorsque vous entendez une histoire aversive,
que cette histoire vous concerne, qu'elle fait l'objet d'une attribution de compétences en général indirecte à Doha, et qu'en plus il y a une instabilité de la périphérie, des détails si vous voulez, alors il y a toutes les chances du monde pour que ce soit une rumeur. Ce n'est pas la preuve que ce soit une rumeur. Mais c'est en quelque sorte le portrait robot. À propos, ça me venait à l'esprit en même temps que je faisais cette récapitulation, à propos de l'ami d'un ami, de l'intermédiaire de l'attribution, la revue suédoise ou japonaise dans laquelle l'étude a paru, bien sûr que vous ne l'avez pas lue, ni celui qui en parle. Donc ça suppose qu'il y ait déjà au moins un intermédiaire. Bien, voilà schématiquement ce qu'est le syndrome de rumeur. Donc une rumeur, c'est une histoire qui circule entre des proches, socialement parlant, bien sûr, des proches sociaux, et qui présente, en principe, les 4 traits dont nous venons de parler. S'il manque un trait, ça peut encore être une rumeur. Mais ça demandera davantage de prise d'information et de réflexion, bien sûr. Nous avons laissé de côté le cas des rumeurs roses, puisque nous avons gardé comme trait caractéristique la négativité. Or, de temps en temps, il y a des rumeurs d'espoir, des rumeurs optimistes, et il faut donc essayer de voir d'où elles viennent et pourquoi les rumeurs ne sont pas toujours noires. Nous avons là un ensemble d'observations, observations de terrain ou observations historiques, qu'on pourrait souhaiter plus larges. Je pense que la base documentaire est un peu étroite, mais c'est ainsi. Et nous avons donc un ensemble d'observations qui nous donne une piste théorique intéressante et hautement probable. Je crois que la meilleure façon de faire comprendre de quoi il s'agit, c'est de rappeler très vite l'une de ces observations. Mais il y en a d'autres. Lors d'un tremblement de terre en Inde, il y a déjà pas mal de temps, le hasard a fait que 2 psychologues sociaux, qui sont devenus assez célèbres par la suite, donc 2 psychologues sociaux se trouvaient dans 2 villages différents. L'un des villages était proche de l'épicentre et il y avait eu beaucoup de dégâts et de victimes. L'autre village, dans lequel se trouvait le 2e psychologue social, était plus éloigné et il y avait assez peu de dégâts et, je ne me souviens pas, peu ou pas de victimes. Alors, en bons psychologues sociaux, ils se sont intéressés aux rumeurs qui apparaissaient. C'est ce que vous auriez fait aussi et moi. Je suppose et j'espère qu'ils ont fait autre chose aussi. Mais c'est bien une attitude professionnelle que d'observer ce qui se passe dans un cas extrême pour essayer d'apporter une contribution à la compréhension des phénomènes sociaux. Alors, qu'ont-ils constaté, si vous voulez? Je résume, vraiment. Eh bien, dans le village qui avait été le plus touché, beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes.
Rumeur noire, rumeur classique noire. Il va y avoir une réplique encore plus violente du séisme. Toute l'eau potable a disparu et pollué. Donc, rumeur noire classique dans le village le plus touché. Dans le village le moins touché, rumeur rose. On pourrait s'attendre psychologiquement à quelque chose d'un peu inversé, avec une sorte de compensation par l'espérance. Eh bien, ce n'est pas ce qui se produit dans ce type de cas. Alors, d'autres observations vont dans le même sens. Quelle est la solution théorique, la piste théorique, pour résumer un ensemble de cas? C'est le rapport avec l'implication personnelle. C'est la proximité à l'objet, dont on parlait tout à l'heure. Selon la proximité à l'objet, on aura des rumeurs aversives ou on aura éventuellement des rumeurs d'espérance, des rumeurs roses, des rumeurs optimistes. De sorte qu'il existe vraisemblablement une relation de cohérence entre la négativité et l'implication. Je passe au deuxième point, et dernier, rassurez-vous. Les rumeurs sont un phénomène extrêmement courant, je vous le disais en commençant. On utilise même parfois une expression à propos des organisations, disant la rumeur est dans l'organisation, non pas comme le ver dans le fruit, mais comme le noyau dans le fruit. La rumeur est un régime normal de communication. Dans ce sens, d'ailleurs, ça me revient à l'esprit, le sujet d'examen au dernier semestre, je crois que c'est au dernier semestre, sinon c'était le précédent. Le sujet d'examen qui a été posé chez nous à Paris Descartes pour le master organisation, c'était exactement celui-ci, la rumeur comme régime normal de fonctionnement des organisations. C'est-à-dire cette idée que vraiment la rumeur n'est pas l'exception, la déviation, la perversion, mais la banalité même des modes de communication entre les gens. Nous connaissons tous les endroits où ce mode normal se manifeste, les machines à distribuer des boissons. Je veux dire que ce ne sont pas les machines elles-mêmes, bien sûr, mais les échanges autour du café, autour de l'eau minérale, les restaurants et cantines, etc., qui sont les lieux typiques de sociabilité. C'est là où on parle enfin des choses importantes, de soi, la famille, les préoccupations, etc. Ce sont ces lieux-là, donc, qui sont typiquement les endroits où la rumeur va couler, je dirais, va couler normalement, banalement. Il faut, bien que ce ne soit pas mon propos de le souligner aujourd'hui, il faut abandonner le regard pathologique sur les rumeurs. Il faut quitter cette idée que les rumeurs, c'est de la pathologie. Parce que si vous pensez que la rumeur est pathologique, alors vous allez
penser que toutes les organisations humaines sont pathologiques en permanence. Ce qui est ennuyeux quand même. Parce que là, la notion de pathologie ne veut plus rien dire. Bon, peut-être que nos collègues de psychologie clinique seraient enchantés. Je ne sais pas. Alors, puisque ce phénomène est tellement fréquent, banal, on peut se dire qu'il sert à quelque chose. On peut se dire qu'il assure certaines fonctions. Et c'est cela mon deuxième point. Quelles sont les fonctions de la rumeur? En termes banals, à quoi ça sert? Ça sert bien à quelque chose puisque ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas de se renouveler. Alors ici aussi, la réponse est relativement simple. Après des quantités de travaux, j'insiste beaucoup sur le fait que je vous présente une sorte de résumé, de synthèse. Je n'entre pas dans le détail des travaux qui sont à la base. Nous ne sommes pas dans un congrès. Et j'essaie de vous présenter l'état actuel de notre connaissance des rumeurs. Donc, sur la base d'un grand nombre de travaux, on peut considérer qu'il y a 4 fonctions complémentaires. Je veux dire que dans toute rumeur, on va trouver 4 fonctions. Mais selon les cas, telle fonction, ou sous-fonction si vous préférez, sera plus évidente, plus marquante que telle autre. Avec une autre rumeur, ce sera différent. Vous allez voir très vite comment cela fonctionne. Première fonction, elle est tout à fait basique du point de vue de la sociabilité. La rumeur sert à renforcer l'assimilation sociale. Quand je vous rapporte une histoire, un récit de rumeur, dont vous savez déjà qu'il est négatif, etc., qu'il vous concerne et ainsi de suite. Lorsque je vous rapporte donc un récit de ce genre, je renforce la similitude sociale qui existe entre vous et moi. C'est-à-dire que c'est une façon, l'histoire, le récit de rumeur, est une façon de rappeler que nous vivons, vous et moi, dans le même monde, avec les mêmes pratiques, les mêmes habitudes, que nous courons les mêmes dangers. Vous savez l'histoire, par exemple, de seringues infectées qu'on trouverait dans certaines boîtes, certains cinémas, etc. Vous avez entendu l'histoire, elle est universelle. Bon, cette histoire de seringues infectées, en général, ce ne sont pas des grands-pères de 80 ans qui se la racontent. Ce sont des gens qui vont au cinéma ou dans les boîtes, et donc qui vont être éventuellement concernés par le récit, impliqués, comme nous disions tout à l'heure. Vous voyez comment tout se tient, L'occasion est belle. Attention, il y a des seringues infectées, vous allez attraper le sida. Bon, ça c'est très négatif. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Et puis ça vous concerne parce que je sais que vous allez au cinéma, ou dans telle boîte, ou dans tel café, etc. Donc nous avons le deuxième trait, déjà. Et puis, je ne vous raconte pas des histoires, c'est vrai. C'est arrivé à quelqu'un que connaît un copain de mon frère. Donc c'est vrai. Et nous avons le troisième trait. Et puis, quatrième trait, on vous dira tantôt, ah oui, c'est dans telle boîte que ça s'est produit. Et l'autre vous dira, non, c'est pas là, c'est là. Ou bien, c'était la semaine dernière. Mais non, déjà l'année dernière, c'est arrivé. Vous avez le quatrième trait. Là, il n'y a pas de doute, je crois. Le portrait est complet. Eh bien, ce genre d'histoire, je reprends, circule entre personnes qui ont un mode de vie semblable, disons, des préoccupations communes. C'est ça l'assimilation sociale. Il y a ce que nous appelons
parfois les rumeurs de mères de famille. Et l'endroit typique pour la diffusion des rumeurs des mères de famille, ce sont les sorties des écoles. Vous savez, quand les mères et les pères, parfois, attendent la sortie des enfants, et elles se racontent des histoires. Par exemple, des histoires de drogue, hein, assez couramment. Bon, ça, c'est typiquement des rumeurs de mères de famille, parce que c'est une mère de famille qui le raconte à une autre mère de famille qui attend également son gamin ou sa gamine. Hein, donc, assimilation sociale, typique. Ben, les rumeurs, ça sert à ça. Si je suis un de vos amis, une de vos connaissances, que nous sortions ensemble, et si je vous raconte des histoires qui ne vous intéressent absolument pas, ne vous concernent pas du tout, ne rappellent pas les modes de vie ou de distraction que nous avons en commun, vous allez considérer que je suis très ennuyeux, hein, et bon, on ne se verra plus. La rumeur, ça fait du lien social. Hein, ça crée du lien social. Ça nous intéresse, c'est l'implication, c'est intéressant. On a l'air bien informé. Assimilation sociale. Continuons avec la deuxième fonction. La deuxième fonction, en fait, est le complémentaire de la première. Vous savez, un peu comme les vieilles histoires en psychologie, beaucoup d'entre vous doivent faire psychologie ou ont fait psychologie. La vieille histoire du fond et de la forme. La forme qui se voit par rapport à un fond et des fois ça bascule. C'est la forme qui devient fond. Bon. Ben, la deuxième fonction, c'est la différenciation sociale. Hein. La première, c'est l'assimilation. La deuxième, c'est la différenciation. Et qu'est-ce que ça veut dire, banalement? Ça veut dire que vous et moi, c'est justement un groupe auquel vous n'appartenez pas. Hein. Bien sûr, ce n'est pas votre groupe. Hein. Donc la différenciation sociale, ça fonctionne avec l'assimilation, comme le fond et la forme. Hein. Plus il y a de tiers que l'on peut désigner, stigmatiser, repousser, etc., plus on se ressemble. Bon. Donc, assimilation sociale, différenciation sociale. Troisième fonction, ou troisième aspect, c'est que fréquemment, les rumeurs donnent une explication à un aspect du monde qu'on ne connaît pas bien ou qu'on ne contrôle pas. On dit, vous savez que sans doute que c'est une expression courante en psychologie sociale, on dit que les rumeurs expriment une théorie naïve. Les théories naïves sont un objet d'étude en psychologie sociale assez répandu. Alors, les rumeurs vous donnent une explication. On manque d'eau, il doit bien y avoir une raison. Et peut-être, je ne sais pas si c'est le cas à Mexico, mais peut-être qu'il va y avoir une explication au problème de la pénurie de l'eau. Ce sera una teoria ingenua, hein, une théorie naïve permettant d'expliquer un phénomène qu'on connaît mal ou qu'on contrôle mal. Hein. Par exemple, il y a quelques années, je dirais de mémoire à peu près 5 ans, il y a eu en France, dans le nord de la France, des inondations extrêmement importantes. Pour ceux qui ont la carte en tête, dans la baie de la Somme, donc à l'extrême nord de la France. Et il y a eu, aussitôt après, dans les jours et les semaines qui ont suivi, une magnifique rumeur. Les habitants, enfin, certains habitants de la Somme, disant que c'était la faute de Paris et des Parisiens, parce que les habitants du bassin parisien, de la région parisienne, avaient fait exprès d'évacuer leurs eaux d'inondation, leurs eaux de pluie, vers la baie de la Somme.
C'est exactement ça que nous appelons une théorie naïve. Bien sûr, vous n'allez pas avoir une rumeur disant que les inondations sont explicables par les fortes pluies. Ridicule. Vous n'allez avoir aucune rumeur expliquant cela par l'étroitesse des canaux d'évacuation ou des choses comme ça. Non. Mais que Paris fasse exprès d'inonder la province, c'est-à-dire d'exporter son propre malheur, ça c'est intéressant. C'est une théorie naïve, et vous voyez bien au passage qu'il y a assimilation sociale et différenciation sociale. Assimilation parce que ce sont les gens de la région concernée qui se racontent l'histoire, et différenciation par rapport à Paris et aux Parisiens. Bon. Donc théorie naïve. Et enfin, vous avez un quatrième aspect fonctionnel des rumeurs, qui est leur valeur pragmatique, on peut dire les choses ainsi. Vous savez, il existe dans toutes les cultures des histoires que l'on raconte, ou qui sont écrites parfois, que l'on appelle par exemple des fables, des contes, c'est selon, et qui se terminent par une recommandation, une morale, la morale de l'histoire. On vous raconte une histoire et puis il y a une leçon à tirer. Eh bien, les rumeurs, c'est pareil. C'est comme des fables, des contes, il y a une morale à tirer. En général, la morale est négative. La morale de l'histoire, c'est « n'y allez pas ». Méfiez-vous, faites attention, ce genre de choses. N'allez pas dans les parkings souterrains après minuit. C'est la leçon de l'histoire. N'allez pas dans ce genre de boîte ou de magasin parce que vous courez un danger, etc. Bon. La rumeur a cette fonction aussi de nous donner une leçon, une morale. Les rumeurs de mères de famille que j'évoquais tout à l'heure, elles ont une morale très simple, très banale. Surveillez vos enfants. Soyez attentives, méfiez-vous. Ne soyez pas distraites. Ne faites pas confiance à n'importe qui, etc. Et vous voyez encore que dans cette valeur pragmatique, cette morale de l'histoire, nous retrouvons inévitablement l'assimilation sociale et la différenciation sociale. Il y a des gens mauvais, il y a des gens méchants qui nous menacent, qui nous veulent du mal, etc. Mais moi, je vous veux du bien, alors je vous le dis, et notre sociabilité se renforce. Tout cela se tient. On pourrait, je vais terminer parce que c'est le moment, on pourrait au fond ajouter ces 4 aspects fonctionnels aux 4 traits du syndrome que j'ai cité tout à l'heure. Parce que tout cela se tient, tout cela est très cohésif. Et donc si les 4 traits définitoires sont présents, et en plus, ou plutôt en même temps, si vous pouvez reconnaître que le récit de rumeur renforce l'assimilation du groupe, l'assimilation sociale, qu'il implique une différenciation en même temps, qu'il a des aspects d'explication naïve et qui se termine par une leçon pratique, alors je pense qu'il faut se méfier. Par exemple, et bien entendu, je ne conclus pas parce que je n'en ai ni le droit ni les capacités, mais quand on me dit que les téléphones mobiles sont très dangereux pour la santé, je raisonne un peu bêtement, un peu mécaniquement, mais je me dis ceci. Est-ce que c'est négatif comme information? Oui. Est-ce qu'il y a un aspect d'implication personnelle? Oui, nous utilisons tous des téléphones portables. Nous avons tous un contact physique direct. Bon, donc nous avons 2 traits.
Est-ce qu'il y a une attribution de compétences? Ça dépend, mais en général, oui. J'ai lu dans tel journal, telle revue, j'ai entendu à la radio ou à la télévision. Bon, ça n'apparaît pas comme ça. Donc il y a de l'attribution très souvent. Est-ce qu'il y a une instabilité périphérique? C'est plus difficile à contrôler, j'en conviens. Mais je pense que si nous entendons cette mise en garde contre les téléphones portables de différentes sources, nous allons constater des variations périphériques. Si je reprends à présent les 4 aspects fonctionnels, est-ce qu'il y a de l'assimilation sociale? Bien sûr. Vous utilisez les téléphones portables, j'utilise les téléphones portables, donc ça nous rapproche. Est-ce qu'il y a de la différenciation sociale? Oui, au moins dans le temps. Nos parents, nos grands-parents ne connaissaient pas ça, ne s'en servaient pas. Ils n'étaient pas forcément plus malheureux, enfin, etc., etc. La différenciation sociale. Est-ce qu'il y a un aspect explication naïve? Bien sûr. Il faut bien que toutes ces maladies qui touchent nos proches, que nous voyons dans notre environnement immédiat, il faut bien qu'elles aient une explication, il faut bien qu'il y ait une cause, il faut bien qu'il y ait une origine aux maladies mortelles. Ben voilà une, téléphone portable. Donc il y a un aspect théorie naïve. Et enfin, est-ce qu'il y a une leçon, une valeur pragmatique? Oui. Téléphoner le moins possible, changer d'oreille, éviter les endroits où il y a trop de personnes utilisant le portable, etc. Alors je ne sais pas du tout si c'est une rumeur, je dis simplement que ça y ressemble, ce qui n'est pas une preuve. Et vous voyez, la question des rumeurs reste entière. Je vous remercie. De Michel Rouquet, que me hace pensar, bueno, toda la parte de análisis y su referencia a la teoría de las representaciones sociales para mí fue inevitable en cuanto al modelo estructural. Pero la pregunta es, en el cuarto componente, en donde se habla de esta transformación de lo que se dijo que era la parte periférica, no, lo mataron 3 personas, no fueron 2, no fue una, en rigor no hubo muerto. Sí. Yo me preguntaba y pensaba en los mitos, sobre todo cuando son acontecimientos violentos, ¿sí? Es que fueron 500 muertos, no, fueron 300, no, pero la parte oficial dice que fueron 3. O cuando hay una manifestación de inconformidad, no, es que los participantes dicen que son 3 millones, no, pero en rigor la prensa contó 120. Y queda como registrado, ¿no? Pero al pasar del tiempo, esto se da como un hecho finalmente, ¿sí? En acontecimientos importantes que ha habido en nuestro país, todavía se sigue discutiendo cuántos muertos hubo. Y entonces yo me preguntaba, ¿es que este cuarto componente está cercano a la construcción de un mito? Sobre los rumores en el campo de la política. Y bueno, la pregunta es, usted ve el rumor como una forma de socialización, ¿no? Es decir, que está en nuestra vida cotidiana y lo sobrellevamos. Nosotros a lo mejor creamos mismos rumores, ¿no? Pero al final dijo, cuando veamos un rumor, desconfiemos, ¿no? O sea, esta palabra, bueno, viene un rumor, desconfío de él. Entonces, digamos, bueno, me hace pensar que como esta forma de asociación, como esa forma de llevar las cosas, me hace pensar que los rumores a veces pueden ser de forma peligroso, ¿no? Si es peligroso, si es, por ejemplo, un rumor político, ¿no?
tal político, se crea un rumor acerca de él y bueno, con todas las características que tiene este rumor. Entonces, ¿qué se debería hacer con este clase de rumores, ¿no? Por ejemplo, o sea, con rumores que a lo mejor afectan a la vida política del país, de una zona, o otro tipo de estos rumores, o el rumor en general, ¿no? O sea, se debería de combatir, se debería de ver como algo negativo, o se debería de qué formas de construcción se debería de llevar, ¿no? A la par con el rumor, ¿no? Yo quisiera preguntar, porque me parece que es importante, ¿por qué siempre cuando se habla del rumor se ve en sentido negativo? Se ve así como el patito feo de la comunicación social, o como si no tuviera que ver, o como es una forma deformante de la comunicación social, pero de alguna manera uno se pregunta, y entonces, si es todo eso, ¿cuál es su función social? ¿Cuál es su papel? ¿Cuáles son las consecuencias? Pero es interesante en algunos autores, o incluso en el sentido común, cuando dice uno, pues es un rumor, y entonces significa, pues quién sabe qué cosa significa. Siempre son los rumores de los otros en este caso. Así es, de acuerdo. Y según entiendo, los rumores tienen un efecto multiplicador, van creciendo, es difícil saber dónde inicia y a lo mejor uno nunca sabe dónde termina. Pero la pregunta es, ¿por qué se ha estigmatizado esa forma de comunicación social que me parece que es muy importante? Tiene que ver con lenguaje, cognición, representaciones del otro, etcétera, etcétera. Pero por lo regular es raro escuchar, no estoy hablando del tipo de rumor, si es rosa, amarillo o azul, sino la connotación sobre el rumor en sí mismo, ¿no? Esa es la pregunta, ¿no? Cuando el rumor es tomado por los medios masivos de comunicación, cuando ya lo tornan en noticia, ¿pierde su noción de rumor? Bien, ya para cerrar una última. En la conformación de la memoria colectiva o memoria histórica a nivel macrosocial. Okay. Toutes, et si j'oublie des aspects importants que vous avez soulevés, il faudra me le rappeler. Je vais essayer aussi de faire des réponses assez brèves, bien entendu. Bon, je vais commencer par c'était la deuxième question, je crois, à propos des travaux ou recherches sur rumeurs et politique. Alors, il y a assez peu de travaux empiriques sur les rumeurs en politique ou les rumeurs et la politique. J'en connais quelques-uns et nous préparons même, un collègue et moi, un collègue qui est sociolinguiste en fait, un numéro spécial d'une revue qui va s'intituler « Rumeurs et politique » et qui paraîtra en 2010. Ce sont des travaux qui ne sont pas très nombreux, en tout cas dans le domaine francophone, mais j'ai une idée assez claire aussi pour le domaine anglophone. J'y reviens tout de suite après. Dans le domaine francophone, il n'y a pas beaucoup de travaux puisque nous avons fait un appel très général pour constituer ce numéro spécial, avec sélection des articles, bien sûr, hein. Et ça nous a permis de voir, enfin ça m'a permis surtout à moi de voir que nous n'avons reçu pratiquement aucune proposition ou une seule de la part de psychologues sociaux. Quand on fait un appel pour une revue qui est relativement visible, comme on dit, hein, ce n'est pas une petite revue. Quand on fait un appel élargi pour un numéro spécial sur rumeurs et politique, eh bien, vraiment, plus de 90% des propositions reçues venaient soit de politistes, enfin des gens de sciences politiques, hein, soit de politistes, soit de sociolinguistes. Alors, je n'en tire pas de conclusion particulière, sauf que dans le champ de la psychologie sociale, il y a très peu de travaux sur rumeurs et politique.
un livre qui me paraît de grande qualité, apparu en français il y a 2 ou 3 ans, 2006 je crois. Il s'appelle La rumeur en politique. Et c'est un livre qui repose sur des données empiriques intéressantes. Hein. Et son auteur, c'était d'ailleurs une thèse dans le jury de laquelle je me trouvais. Son auteur est devenu maintenant maître de conférence, comme nous disons chez nous, en sciences politiques, pardon. Donc, en clair, peu de travaux ou pas en psychologie sociale dans le domaine francophone. Dans le domaine anglophone, nous avons eu le congrès international de psychologie politique qui s'est tenu à Paris en juillet de l'année dernière, mais qui s'est tenu intégralement en langue anglaise, puisque c'est une association des États-Unis. Hein. Et sur l'ensemble des communications présentées, qui portent sur la psychologie politique d'aujourd'hui, sauf erreur de ma part, parce qu'il y avait quand même beaucoup de communications, il n'y avait aucune communication sur les rumeurs, enfin rumeurs et politique. Hein. Donc je crois qu'on peut dire que dans le domaine francophone et dans le domaine anglophone, du point de vue de la psychologie sociale et de la psychologie politique, il y a très peu de travaux sur rumeurs et politique ou rumeurs en politique. Voilà. C'est l'état actuel des choses. Ça ne veut pas dire, bien entendu, que la question ne soit pas intéressante, loin de là. Je crois qu'il y a un chantier immense. Mais pour des raisons qui m'échappent, sincèrement, des raisons qui m'échappent, les psychologues sociaux et les sociologues semblent s'intéresser assez peu ou pas du tout à cet aspect-là. Et c'est davantage chez les politistes eux-mêmes ou éventuellement chez les sociolinguistes, parce qu'il y a des analyses de discours derrière. Hein. On va analyser le discours de la rumeur, bien sûr. Voilà, bon, donc j'ai essayé de répondre à votre question sur ce point-là. Alors, ça concerne également une autre question qui a été posée en troisième lieu, hein, sur le caractère, effectivement, qui peut être menaçant, dangereux, inquiétant, de l'emploi des rumeurs en politique. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Je n'ai pas trop de temps, mais juste une indication ou deux. L'étude des rumeurs est née pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous le rappelais tout à l'heure, et c'est un point fondamental. Ce n'est pas par hasard que les gouvernements se sont préoccupés de la question des rumeurs à ce moment-là. Et le poids de cette origine se fait sentir encore aujourd'hui. Alors, bien entendu, très vite, dès la Deuxième Guerre mondiale, les rumeurs ont également été utilisées comme arme de guerre psychologique, hein, pour égarer l'adversaire ou pour le démoraliser. Et les deux camps ont procédé de cette façon-là. C'est une arme de propagande tout à fait classique. Et dans tous les conflits que nous avons connus jusqu'à aujourd'hui, y compris bien sûr ce qui se passe aujourd'hui, nous avons un emploi systématique de rumeurs comme arme psychologique, que ce soit sur le terrain ou que ce soit plus fréquemment par l'utilisation des médias en internationalisant l'information et le conflit. Hein. Ce que les stratèges appellent la manœuvre extérieure, celle qui n'a pas lieu sur le terrain, où s'affrontent les deux parties, mais celle qui fait intervenir des pays tiers ou des groupes tiers, notamment par le biais des médias. Donc nous avons à cet égard la rumeur dans les conflits, dont la rumeur en politique serait éventuellement une forme édulcorée. Hein. Nous avons un très grand nombre d'observations, mais avec l'inconvénient que présentent les observations quand il n'y a que des observations. Hein. C'est-à-dire qu'on a très peu d'études rigoureuses, systématiques et contrôlées. Mais on n'est pas tout à fait démunis quand même. Hein. En fait, si je devais faire, c'est une hypothèse tout à fait gratuite et c'est seulement pour illustrer ce que je veux dire. Si je devais faire demain ou la semaine prochaine
une conférence sur la rumeur et la guerre, j'aurais beaucoup plus d'éléments que si je devais faire une conférence sur la rumeur et la politique. Je parle de références empiriques. Bon. Et pourtant, comme je vous le disais il y a un instant, nous préparons ce numéro spécial sur rumeur et politique, mais beaucoup de déception du côté des psychologues sociaux et même des sociologues. Bon, pourquoi stigmatiser cette forme de communication, ou pourquoi la notion de rumeur est-elle en général négative? Enfin, c'est mauvais, c'est une rumeur, ce n'est pas sérieux, ce n'est pas fiable. Bon, je crois que la clé du problème, elle est dans la réponse que je faisais tout à l'heure en interrompant Javier Uribe, et en disant c'est toujours les rumeurs des autres. Oui, il faut que nous soyons honnêtes, et nous le sommes tous, por supuesto. Ce que nous croyons et ce que nous pensons vrai, ce n'est jamais une rumeur. La rumeur, c'est toujours la croyance des autres, le délire des autres. Hein? Ils sont vraiment lamentables, ils croient n'importe quoi. Ils ne sont pas sérieux, ils manquent de formation, enfin, etc. Nous, on n'a pas beaucoup de rumeurs. Nous avons des convictions, nous avons des connaissances, nous avons des certitudes. Les rumeurs, c'est les autres. Peut-être que ça nous arrive une fois tous les 10 ans d'avoir été victime d'une rumeur. Alors, à ce moment-là, on se repentit, on dit que ça ne nous arrivera plus. Mais c'est stigmatisé parce que c'est la forme de communication des autres. Vous parlez de rumeurs à n'importe qui, sans préciser, et n'importe qui vous répondra « Les gens sont prêts à croire tout ». C'est toujours les autres. C'est jamais nous, bien sûr. Particulièrement à l'université, voyons. Il reste beaucoup de choses, mais j'ai gardé là pour la fin 2 interventions les plus fondamentales, si je peux dire, hein, les plus générales, le rapport avec les mythes en particulier, et le rapport avec la mémoire collective ou la mémoire historique. Bon. Le rapport avec les mythes. Il est clair que pour les mythes, nous avons bien cette dualité entre les invariants, les structures, si vous voulez, et les éléments périphériques, les éléments qui changent. Et de ce point de vue, les rumeurs fonctionnent très largement comme les mythes. Je ne vois pas de raison scientifique de distinguer les deux. Je vois des raisons de surface. Un mythe, ce n'est pas une rumeur, etc. Mais quand on analyse les choses, nous trouvons le même type de propriété dans les 2 cas. Des invariants et une instabilité périphérique, pour les mythes aussi dans la transmission. Hein. Tout le travail anthropologique de Lévi-Strauss, en particulier, a consisté à faire la distinction entre les invariants, les structures, et les variations locales ou historiques. Donc je pense que nous avons là des modes de fonctionnement cognitif qui sont, bon, c'est peut-être excessif de dire identiques, mais en tout cas très proches. On pourrait dire la même chose pour les légendes contemporaines qu'on a évoquées tout à l'heure. Hein, par exemple, nous avons en France, mais vous devez l'avoir aussi, la légende contemporaine. Je vais mettre un point d'interrogation après contemporaine, vous allez voir pourquoi juste après. La légende de la Dame Blanche, nous l'appelons la Dame Blanche,
quelle est l'histoire? Vous circulez en voiture et il y a une femme habillée en blanc, robe longue, en blanc, qui fait de l'autostop. Alors vous vous arrêtez, elle monte à côté de vous, et puis vous roulez, vous bavardez un peu, et à un certain moment, elle n'est plus là. Elle a disparu. Alors vous êtes un peu intrigué quand même, vous allez voir la police, vous vous renseignez, et vous apprenez que la dame est morte dans un accident de voiture, il y a 5 ans ou il y a 10 ans, au même endroit. Bon, c'est la Dame Blanche, et chaque été, parce que ça se passe l'été, je ne sais pas pourquoi, c'est à cause de la couleur de la robe peut-être. Chaque été, vous avez des témoignages dans les journaux populaires disant « Monsieur X », se déplacer dans son véhicule, etc. Et il a vu la Dame Blanche. Bon. Alors tantôt c'est dans telle région, tantôt dans telle autre région, tantôt c'est un accident de voiture dans lequel la dame est morte, tantôt un crime. Ça c'est de l'instabilité périphérique. Ce qui est central, c'est un véhicule se déplace, une femme y monte, elle disparaît, elle était morte tragiquement avant. Voilà, ça c'est le noyau. Or, un de mes collègues a trouvé exactement cette histoire au XVIIIe siècle, non pas avec une voiture automobile, mais avec une diligence tirée par des chevaux, une diligence dans une forêt. Donc, entre le XVIIIe et le XXIe siècle maintenant, aucune différence dans la structure. Ça, c'est un mythe. C'est typiquement un mythe dont vous avez la résurgence, la réapparition sous la forme de légendes contemporaines. Donc, bref, je ne veux pas être trop long, mais entre le mythe, la légende contemporaine et la rumeur, je ne vois pas un effet de rupture. Par rapport à la mémoire collective, mémoire historique, mémoire sociale, où là, beaucoup de travaux, par contre, se développent, comme vous le savez. Depuis quelques années, c'est devenu un thème majeur de la psychologie sociale. Il est clair que nous avons, dans les récits de mémoire, des éléments qui sont analogues à la rumeur, des éléments qui cristallisent en rumeur, mais je pense qu'il y a des différences assez fondamentales de ce point de vue-là. En général, je ne veux pas entrer dans le détail, mais il y a des bases empiriques. Ce n'est pas une opinion, il y a des travaux empiriques derrière. En général, la mémoire historique est une mémoire positive pour notre groupe. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui s'est passé de bien, de positif, dans notre histoire, c'est à notre groupe qu'on peut l'attribuer. Et ce qui s'est passé de négatif, de mauvais, de destructeur, je ne sais quoi, est en général le fait d'un groupe tiers, d'un groupe extérieur. On a des relevés là-dessus qui sont assez convergents. Il ne faut pas voir les choses, bien sûr, d'une façon caricaturale. Mais la tendance est celle-là. La mémoire sociale ou historique plutôt de notre groupe est plutôt une mémoire positive. Et ce qu'il y a de négatif ou d'aversif dans notre mémoire ou nos mémoires, nous l'attribuons en général à d'autres groupes, à des groupes extérieurs, à l'occasion de conflits, d'invasions ou je ne sais quoi. Ça semble être une constante relativement parlant. Soyons prudents. Donc là, on aurait une différence par rapport à la rumeur. Mais il faut y regarder de plus près. Les travaux commencent à peine. Sur la mémoire sociale et collective, on a 10 ou 15 ans de recul, ce qui est très peu dans nos disciplines. On avance à un rythme très lent. Donc je crois qu'il faut être prudent.
à nouveau, il y a sans doute un rapport entre la négativité, le noir et le rose, que j'évoquais tout à l'heure, entre la négativité et l'implication. Notre histoire, notre groupe, les autres groupes. Donc c'est là une question fascinante, je pense, qui peut suggérer des quantités de recherches passionnantes, mais il faut encore être, à mon avis, très prudent, y aller pas à pas, parce que c'est très compliqué et on n'a pas une base empirique suffisante. Et pardon pour tout ce que j'ai oublié dans mes réponses. Bien. En atención a las universidades con las que estamos conectados, hay una pregunta, la cual será la última. Es una pregunta breve que probablemente ya tocó algunos aspectos en esto último comentado, bueno, en lo penúltimo, que dice: ¿cómo estudiar la génesis del rumor? Se ha hablado de una parte fenomenológica, pero interesa saber cómo se podría estudiar la génesis del rumor y, de un lado, cómo visualizar cómo surge y también qué pasa, cómo lo podemos estudiar antes de que termine. Por favor. Oui, alors c'est effectivement une question très importante, celle de la jeunesse du phénomène. Et là, heureusement, nous avons, comme on dit, un paradigme, c'est-à-dire une façon classique de faire. C'est le vieux paradigme d'Allport et Postman qui remonte à la Deuxième Guerre mondiale et que l'on utilise encore aujourd'hui. J'étais dans le jury d'une thèse au mois de novembre ou décembre, il y a peu de temps, une thèse très récente, donc, qui a utilisé le paradigme Allport-Postman. Tout le monde le connaît. Vous prenez un récit initial et vous demandez à une personne qui a pris connaissance de ce récit de le transmettre immédiatement à une autre personne, qui doit le transmettre immédiatement à une troisième personne, etc. On fait ainsi une chaîne. A transmet à B qui transmet à C, etc. Chaîne linéaire, avec généralement une longueur de 6 relais. 5, 6, 7, 6 est une bonne indication. C'est exactement avec ça qu'on étudie et qu'on comprend assez bien comment une rumeur se fabrique. Et ce paradigme qui est vieux de 60 ans reste aujourd'hui très utile, indispensable, parce qu'il n'y a pas mieux. Et il a un avantage opérationnel extraordinaire, c'est que vous pouvez introduire, pardonnez-moi de parler technique juste une seconde, vous pouvez introduire pratiquement toutes les variables indépendantes que vous voulez, et donc les contrôler. Vous pouvez introduire des variables indépendantes de population dans la composition des chaînes, vous pouvez introduire des variables indépendantes en faisant varier le contenu des messages initiaux. Vous pouvez faire varier le rapport d'implication ou de pertinence entre les sujets et le message. C'est techniquement facile à faire, délicat, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais c'est facile à faire. Et c'est ce qui nous a le plus renseigné sur la jeunesse des rumeurs. Parce qu'il est bien sûr complètement exclu pour une science expérimentale de chercher à saisir la jeunesse des rumeurs dans la nature, en se promenant comme ça et en se demandant, tiens, on a parlé de ça dans un journal, ça réapparaît ailleurs. Ça, c'est très bien comme travail, mais ce n'est pas de la psychologie sociale, hein. C'est de l'ethnographie ou de la sociologie, comment dire, des petites communautés, des petits groupes, type Chicago, si vous voulez. C'est très intéressant, très instructif. Ce n'est pas de la psychologie sociale. Pour faire de la psychologie sociale, il faut que vous ayez des paradigmes contrôlés, avec des tests qui permettent, des tests, je veux dire, au sens statistique, qui permettent de dire si vous avez effectivement un résultat ou pas. Enfin, quelque chose comme ça. Donc là, la réponse
est très clair. Le paradigme Allport-Postman, qui est la meilleure chose qu'on ait inventée jusqu'à présent pour l'étude des rumeurs. Et alors, je crois qu'il y a un texte commentant le paradigme Allport-Postman qui doit paraître en espagnol cette année dans Polis, non? Voilà. Ouais. Donc, il y a un texte qui commente ce paradigme comme moyen d'étude de l'idéologie. Donc, texte en espagnol qui paraîtra dans Polis cette année. Donc, voilà. Entonces paramos. Bien, esta pregunta fue hecha por la Universidad La Salle. Y bueno, ya estamos terminando. Antes que nada, quiero agradecer a las universidades que estuvieron en contacto con nosotros en esta conferencia, a su nutrida participación y sobre todo a la ferviente participación y entusiasta, como siempre, del doctor Michel-Louis Rouquet. Buenas noches a todos y el día miércoles, es la siguiente conferencia. Ahí los estaremos esperando. Mais on ne peut pas nier que ce soit le cas. Alors voilà déjà plusieurs bonnes raisons pour s'intéresser aux rumeurs. Mais ce n'est pas celle-là que je voudrais mettre en avant. Je pense qu'on peut s'intéresser aux rumeurs et je voudrais vous inviter à le faire pour une raison beaucoup plus fondamentale et qui concerne, je crois, l'ensemble des sciences sociales. En quelques mots, voici cette raison. Il suffit de remarquer que notre façon de connaître le monde, en particulier le monde social, bien sûr, cette façon ne peut pas être séparée de nos relations avec les autres et des modes de communication dans lesquels nous sommes engagés. Bon. Si je me répète, et c'est volontairement, je viens de vous dire que notre façon de connaître le monde, c'est-à-dire notre cognition, était indissociable des relations sociales, des relations autrui, si vous voulez, et indissociable aussi des processus de communication. Et nous avons donc une triade, un triplet, on peut dire les choses de différentes manières, qui associe fortement cognition, communication et sociabilité. Eh bien, il se trouve que les rumeurs sont certainement le phénomène le plus caractéristique, le plus typique, pour mettre en évidence cette complémentarité entre cognition, communication et sociabilité. En fait, si on s'intéresse aux rumeurs, c'est moins pour elles-mêmes que parce qu'elles sont des révélateurs du fonctionnement social, lequel fonctionnement repose toujours sur ces trois aspects. Processus cognitif, processus de communication, processus sociaux. Donc nous allons parler des rumeurs, évidemment, et nous allons essayer de voir comment on peut comprendre ces phénomènes-là. Mais ne perdez pas de vue, si vous le voulez bien, que la toile de fond, le décor de cette histoire, c'est fondamentalement la complémentarité de ces trois choses. Et j'aurai sans doute l'occasion de le faire remarquer.
y ambiental de la Universidad René Descartes. Es también autor de numerosos artículos y varios libros dedicados a temas como las masas, la propaganda política, la creatividad, las representaciones sociales y la psicología política. La primera vez que estuvo en México fue en 1994 y actualmente la historia nos ha enseñado que desde su primera visita él ha mantenido un pensamiento constante sobre nuestra realidad social y sobre los mexicanos. El Zócalo, por ejemplo, le ha inspirado en su reflexión y le sirve en diversos espacios para ejemplificar la presencia y fuerza de la memoria, la tradición, la religión, el poder político, el poder local y el poder económico en las sociedades. Los temas y preocupaciones que compartimos desde entonces con él han sido un punto de intercambio esencial para él y para nosotros. Por lo tanto, es difícil negar la gran influencia que ha tenido en el desarrollo de nuestra universidad. Y actualmente ya estamos en la 10ª visita del doctor Roquet. Nuevamente le doy la bienvenida, doctor Roquet, y estamos nuevamente a la disposición para trabajar sobre lo que usted nos va a enseñar. Muchas gracias. Je suis très heureux d'être à nouveau ici, au Mexique. Ce n'est pas nouveau, comme on vous le rappelait à l'instant. Et j'ai toujours été très sensible à la devise de votre université, que j'ai citée d'ailleurs dans tel ou tel texte, Casa Abierto al Tiempo, qui me paraît tout à la fois un symbole et un programme. Vous me pardonnerez de parler en français. Je pourrais essayer de le faire en espagnol, mais votre souffrance serait très grande au bout d'un moment. Et donc c'est vraiment par charité que je vais parler français. Mais pardonnez-moi. Je voudrais vous parler ce soir des rumeurs. Des phénomènes de rumeurs. Ce sont des phénomènes auxquels je m'intéresse depuis très longtemps. Que la rumeur est calmée, c'est après que l'on sait que c'était une rumeur ou que ce n'en était pas une. Donc, aucune définition monocritériale des phénomènes de rumeur. Quand vous êtes devant une situation semblable, d'une façon générale, dans le champ scientifique, quand il n'y a pas de définition monocritériale, vous n'avez que deux solutions. Et il y en a bien une troisième que j'évoquerai, mais elle n'est pas convenable. La première solution, c'est de se dire qu'on n'a pas encore trouvé le bon critère. Il n'y a pas de définition monocritériale, c'est parce qu'on n'a pas su encore trouver le critère suffisant. Donc continuons à chercher et à réfléchir. C'est la première solution. La deuxième solution, beaucoup plus classique, c'est de passer à ce que l'on appelle une définition en syndrome. Exactement comme la plupart des définitions en médecine. C'est-à-dire rechercher un ensemble de traits, un ensemble de critères.
Puisqu'il n'y a pas de solution monocritériale, alors on va passer à un mode de pensée multicritérial. Voici les deux solutions que l'on a. J'évoquais il y a un instant la possibilité d'une troisième solution. Bien sûr, elle est classique elle aussi. La troisième solution, c'est de dire passons à autre chose, changeons de sujet. Bon, mais ce n'est pas convenable. Alors nous allons nous orienter vers une définition en syndrome. Un syndrome, c'est un ensemble de traits, de caractéristiques. Et une question qui se pose toujours, c'est celle de la cohérence de cet ensemble de traits. Donc une liste de propriétés, si vous voulez, mais une liste de propriétés qui doivent être cohérentes. Il ne s'agit pas d'énumérer des choses sans se soucier de leurs relations internes. Ainsi sont les syndromes. Hein. Les syndromes ne sont pas des listes quelconques. Vous avez de la fièvre, vous avez des rougeurs, vous avez des difficultés à respirer, etc. Ça commence comme le syndrome de la grippe. Donc un ensemble de traits, mais cohérents. Ayant, si l'on peut dire, un peu par abus de langage, hein, ayant, si l'on peut dire, une logique sous-jacente, une logique interne. Sur un syndrome, ainsi défini, nous allons avoir une façon particulière de raisonner, qui est le raisonnement en syndrome. Alors, pour l'essentiel, ça veut dire ceci, que plusieurs fois dans les minutes qui viennent. Je voudrais aborder deux questions principales. Il y en a bien sûr beaucoup d'autres, mais ces deux questions-là me semblent essentielles. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une rumeur? Comment la définir? Et ensuite, quelles sont les fonctions des rumeurs? Cette deuxième question, on y viendra tout à l'heure, vient du simple constat de la fréquence, de la récurrence des rumeurs. Hein. Quand un phénomène est extrêmement fréquent, je dirais même banal, et il n'y a rien de plus banal que la rumeur. Donc quand un phénomène est fréquent, on doit se dire qu'il correspond à quelque chose, qu'il a une utilité, qu'il a une fonction. Ça ne peut pas être simplement un instant de délire, un moment de dérèglement ou une sorte de perturbation ou d'accident. Quand on vit en permanence avec les perturbations, les accidents, etc., eh bien ce ne sont pas des perturbations ou des accidents, c'est le régime normal des choses. Et c'est pour cela que, comme deuxième question, on se demandera à quoi servent les rumeurs? Quelle est leur fonction ou quelles sont leurs fonctions? Bien, commençons par le problème de la définition. Je ne vais pas reprendre les définitions qui ont été données dans l'histoire de l'étude de ces phénomènes-là. Il y en a beaucoup, hein, à partir de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'y a pas de travaux de type scientifique sur les rumeurs avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc nous avons une histoire d'environ 60-65 ans derrière nous. Ce qui est à la fois beaucoup, parce que les travaux ont pu s'accumuler, et très peu, parce que les questions sont tellement complexes que 2 générations de chercheurs,
Une génération, c'est 30 ans, traditionnellement. 2 générations de chercheurs n'ont pas pu les épuiser. Donc beaucoup de définitions qui ont été données depuis les débuts, voici 60 ou 65 ans, et lorsqu'on les analyse, je ne vais pas entrer dans le détail, je ne suis pas en train de faire un cours, hein. Lorsqu'on les analyse, on arrive à une conclusion. Il n'existe pas de définition simple. Je veux dire monocritériale. Hein. Il n'y a aucune définition qui nous permette de dire, face à un cas particulier, ceci est une rumeur, ceci n'est pas une rumeur. Comme vous le savez, en général, c'est après, une fois que la rumeur est retombée. Quand vous vous intéressez à un cas particulier, un cas d'observation, vous allez vous demander combien de traits, combien de caractéristiques du syndrome se trouvent réunies. Si toutes les caractéristiques du syndrome sont présentes, toutes, vous allez conclure qu'il est probable, ou très probable si vous voulez, qu'on ait identifié le syndrome en question. S'il manque 1 ou 2 traits, par exemple, ça n'exclut pas l'identification, mais ça la rend moins probable. C'est exactement comme cela que nous allons aborder la question de l'identification des rumeurs. On va retenir, je vais les exposer rapidement, on va retenir un syndrome à 4 traits, 4 composantes. Bien sûr, ces 4 composantes ne proviennent pas de la spéculation, mais résultent d'un grand nombre de travaux, aussi bien empiriques que théoriques. Si nous constatons, dans un cas particulier, la présence de ces 4 traits, nous dirons que c'est probablement une rumeur. S'il n'y a que 3 traits sur les 4, la probabilité diminue. Et ainsi de suite. S'il n'y a qu'un seul trait, ça peut être encore une rumeur. Mais notre certitude est très basse. Voilà ce qu'est le raisonnement en syndrome. Donc si vous pensiez peut-être qu'on pouvait aujourd'hui disposer d'une définition monocritériale, en tout ou rien, pardon, vous serez déçus. Et il n'y a pas de définition monocritériale, et pour être rigoureux, nous devons raisonner en syndrome. Eh bien, voyons quels sont les traits du syndrome de rumeur. Je précise tout de suite que l'ordre dans lequel je vais vous les présenter n'a pas de signification en lui-même. C'est un ordre d'énumération. Le premier trait n'est pas plus important que le second. Et le second que le troisième, etc. Bon, alors, le premier trait qui participe au syndrome de rumeur, c'est ce que j'ai appelé, il y a longtemps déjà, la négativité. Hein, la négativité caractéristique des rumeurs. Alors, qu'est-ce à dire? Cela signifie que la plupart du temps, on précisera dans un instant ce que veut dire la plupart du temps. La plupart du temps, les rumeurs